Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État exhorte les ministres et secrétaires d'État au respect strict des conseils et recommandations issues des travaux du séminaire gouvernemental tenu ce samedi. Une séance d'imprégnation sur l'importance de leur mission. Le président Bassirou Diomaye Faye est revenu sur les fondamentaux de l'exercice ministériel. Monnaie, croissance, ressources naturelles et souveraineté des sujets qui ont fait l'objet de discussions entre le Premier ministre et le président de la commission de l'UEMOA, une rencontre fructueuse qui témoigne d'une parfaite harmonie sur les grandes orientations à prendre. Et justement, la situation économique du Sénégal passée en revue dans le rapport du Fonds monétaire international publié il y a quelques jours. Le taux de croissance de notre pays projeté à 8,3%. Le retard noté dans l'exploitation des hydrocarbures a entraîné ces prévisions en baisse. Les explications du professeur Aboukan, économiste, professeur titulaire à la FASEC. Il est l'invité de ce 13h. Le lac Rose en danger, ce site vital pour le tourisme et l'écosystème local est menacé par des constructions illégales. L'association Art sous le lac s'érige en bouclier pour sauvegarder ce joyau. Les détails à suivre avec Lamine Touré. Bienvenue à retour sur le séminaire gouvernemental tenu ce samedi et présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, une rencontre qui a permis de revenir sur l'importance des rôles et responsabilités des ministres et secrétaires d'État. À la fin des travaux, le chef de l'État a exhorté les ministres au strict respect des conseils et recommandations issus des travaux. Compte rendu d'Omanique. Au terme d'une journée pleine d'enseignements, les membres du gouvernement mesurent l'importance du séminaire. Leurs sentiments se retrouvent dans les propos du Premier ministre. Je remercie M. le Président de la République d'avoir pris cette initiative d'organiser le plus rapidement possible ce séminaire parce que c'était un besoin. Je crois que la majorité des ministres autour de cette table en sont à leur première expérience, comme nous tous. Il n'y a pas d'école pour former un ministre, mais nous sommes conscients que chacun et chacune de ceux qui sont là ont le potentiel et les dispositions pour être le meilleur ministre de l'histoire du Sénégal dans son domaine. Mais il était utile d'harmoniser sur un certain nombre de pratiques, ce qui a démarré aujourd'hui seulement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est félicité de la qualité des travaux. L'enseignement qu'il tire est conforme à l'objectif de départ. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. Au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. J'attends de vous un strict respect de tout ce qui a été dit aujourd'hui et qui figure dans les documents en termes de conseils, de recommandations ou de prérequis que vous êtes appelés à assimiler. Une application à la lettre donc de ces recommandations qui seront présentées lors du prochain Conseil des ministres par le ministre secrétaire général du gouvernement et qui feront l'objet d'un suivi rapproché. Le chef de l'État a félicité l'ensemble du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que les intervenants à ce séminaire. Rappelez que les travaux ont porté sur l'organisation de l'État, la coordination du travail gouvernemental, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. La présentation du projet de transformation systémique du Sénégal a également retenu l'attention des membres du gouvernement. Lors de son discours d'ouverture, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné les fondamentaux de l'exercice ministériel: honneur, disponibilité, humilité et compétence, 4 principes sur lesquels revient le chef de l'État au micro d'Omanique. L'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence. Pour le premier pilier, l'honneur, c'est celui d'avoir été choisi parmi de nombreuses Sénégalaises et Sénégalais, d'ici et de la diaspora, tout aussi compétents et tout aussi méritants
pour mener à bien une mission précise qui est délimitée et pour l'exercice de laquelle des attributions vous ont été confiées par décret. Vous devez donc exercer la plénitude de vos attributions pour garantir le succès de votre mission. L'autre pilier essentiel, c'est la disponibilité. C'est celle dont vous devez faire preuve à l'endroit de vos collaborateurs pour un bon partage d'informations et pour une bonne compréhension par eux de vos attentes. C'est aussi celle que vous devez aux usagers de la part de services publics qui vous est confié. Vous devez l'assumer à du dévouement. L'autre pilier fondamental, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet état d'esprit dont vous ne devez jamais vous départir et qui doit vous conduire à cultiver la réserve et la discrétion de façon permanente, mais aussi vous amener à entretenir l'esprit d'équipe et de solidarité au sein du gouvernement sous la direction du Premier ministre. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la compétence. C'est celle dont vous devriez faire montre après avoir été enrichi par les débats que nous allons avoir durant cette journée intense de travail autour de thèmes aussi divers que l'organisation de l'État, la bonne gouvernance et le contrôle de l'action publique. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur le séminaire gouvernemental présidé par le chef d'État Bassirou Diomaye Faye. Le président de la commission de l'UEMOA reçu à la primature au cœur des échanges monnaie, croissance, ressources naturelles et souveraineté, des sujets brûlants pour l'avenir économique de la région, un dialogue riche et prometteur qui, selon le Premier ministre, témoigne d'une parfaite harmonie sur les grandes orientations à prendre. Synthèse à Andawa. Des félicitations au cours de cette audience, des vœux de succès aux nouvelles autorités et surtout des échanges sur la marche de l'UEMOA. Le Sénégal est une puissance dans l'Union économique et monétaire, deuxième pays le plus important. Et naturellement, c'était une occasion aussi pour échanger avec le Premier ministre, voir un peu quelle est la vision de ces nouvelles autorités par rapport à notre Union. Échanger aussi sur leurs priorités, leurs préoccupations, pour permettre de pouvoir les prendre plus convenablement en charge dans nos missions au niveau de l'Union économique et monétaire. La revue des priorités économiques des nouvelles autorités place au centre les questions de croissance, de mobilisation de ressources intérieures et la monnaie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé M. le Président de la Commission de l'UEMOA qui, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, a été notre ministre tutelle, le Président de la République et moi-même. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour échanger, par exemple, sur la question monétaire où beaucoup de travaux ont été déjà réalisés. Des initiatives avaient été prises dans le passé. Il y a eu quand même des avancées. En 2018, je crois, un certain nombre de décisions courageuses avaient été déjà prises pour souverainiser un peu plus cette monnaie. Et nous pensons qu'il faut continuer dans cette lancée par rapport à cet aspect monétaire. Nous avons toujours considéré que nous sommes dans un ensemble qui a ses atouts, qui a fait ses preuves également, et que c'est dans cet ensemble-là que nous souhaitons prioritairement poser les débats qui nous permettent ensemble de continuer à avancer vers le résultat que nous souhaitons. Un mot résume les enjeux pour l'État, souveraineté, la finalité, un mieux-être des populations. De part et d'autre, on salue bien des convergences. Ce qui est ressorti de ce point de vue-là, c'est une très forte volonté, en tout cas, de faire face aux besoins des populations, d'avoir une croissance économique plus forte, comme cela a été affirmé par le Premier ministre, mais une croissance économique qui impacte davantage au niveau des populations. D'arriver aussi à une mobilisation plus importante des ressources internes. Et cette préoccupation, elle est également celle de la Commission de l'UEMOA, celle de l'Union de façon générale. Le fondement de notre programme qui nous a fait élire par les Sénégalais tourne autour de la question de la souveraineté.
et la collecte appropriation de tous nos atouts. C'est pourquoi nous avons posé ces débats-là avec Monsieur le Président et sa délégation. En tout cas, sur le plan statistique, la zone a été relativement résiliente et a pu continuer à produire une croissance correcte. Mais à qui profite cette croissance réside tout le débat. Et nous pensons qu'une réflexion en profondeur doit être poursuivie pour que nos richesses bénéficient réellement à nos populations qui en ont besoin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a fêté avec ses 8 États 30 ans d'intégration. Entretien instructif pour le Premier ministre qui voit dans les perspectives de l'UEMOA des reflets de leur programme pour le Sénégal. Éducation, à présent, à Thiès, l'inspection d'académie tire la sonnette d'alarme face à une hausse préoccupante du taux d'abandon scolaire au niveau moyen secondaire, avec un bond de 9,1% à 12,8% en seulement un an. La situation dépasse la moyenne nationale et suscite une attention particulière. Quelle solution pour inverser cette tendance? Élément de réponse dans ce reportage signé Amadou Diallo. L'inspection d'académie de Thiès exprime ainsi ses inquiétudes concernant le taux élevé d'abandon scolaire chez les garçons au niveau du moyen secondaire. Mais qu'est-ce qui explique une telle situation? Les causes ont été en tout cas pointées du doigt par endroits. D'aucuns pointent le doigt la prolifération du transport de vélo-taxi qui malheureusement pousse nos jeunes garçons à se familiariser très tôt avec les pièces sonnantes, mais malheureusement qui sont trébuchantes, qui les poussent en tout cas très tôt à abandonner l'école. Et je pense bien qu'il faudra aussi que la responsabilité des parents aussi soit indexée du doigt. Parce que même si vous dites à un garçon de 14 ou 15 ans que vous avez l'obligation de devoir supporter vos parents, c'est vous qui le poussez à devenir conducteur de vélo-taxi. Le taux d'abandon des garçons à Thiès de 12,8% est au-dessus de la valeur nationale. Cette revue annuelle conjointe a permis de revisiter les faiblesses et défis du système éducatif régional, mais aussi de dresser les bons points. Du côté de l'enseignement technique, quand même, il y a une certaine volonté, surtout avec les jeunes qui abandonnent l'enseignement général et qui se versent très rapidement dans le cycle de l'enseignement technique, avec la possibilité aussi de faire des cycles courts et de sortir avec un début de formation qui peuvent leur permettre de pouvoir avoir un métier et de pouvoir continuer avec des formations continues. Les motos Jakarta ainsi que les opportunités précoces de travail qu'offre la région sont fortement pointées du doigt en ce qui concerne le taux d'abandon des garçons. La circonscription académique enregistre par ailleurs de bonnes performances en 2023. Thiès affiche en effet un taux brut de scolarisation de 19,9%, au-dessus de la moyenne nationale qui est de 18,1%. Dans la capitale du rail, la question de l'état civil reste aussi un défi persistant, avec plus de 42 000 élèves sans acte de naissance. Et à présent, un coup de projecteur sur le taux de croissance du Sénégal projeté à 8,3% pour 2024, selon le rapport du Fonds monétaire international. Des perspectives en baisse en raison du retard noté dans l'exploitation du pétrole et du gaz, une situation qui peut avoir un impact sur le budget du Sénégal. Un ajustement structurel pourrait être envisagé pour retrouver le dynamisme de l'économie sénégalaise qui avait connu de belles performances avant la Covid et la guerre en Ukraine. Après la Covid-19 qui a porté un coup dur à l'économie mondiale, une reprise modérée est notée. Aujourd'hui, on parle de stabilité avec une situation plus favorable en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et pour le Sénégal, les perspectives restent bonnes. On nous parle d'un taux de croissance qui pourrait atteindre 8,3% après 4,2% en 2023. Mais cette prévision intègre la production pétrolière. D'après les dernières informations, on devrait connaître un petit retard dans le démarrage de la production. Donc, avec le pétrole, seulement avec le pétrole, on ne devrait pas atteindre cet objectif. L'exploitation tardive du pétrole et du gaz va certainement impacter la croissance nationale
et les prévisions budgétaires. Le budget 2024 a été bâti par rapport aussi à ces recettes-là. Que ce retard-là devrait obliger le gouvernement à revoir le budget. Et ce budget revu risque quand même de plonger de 7 000 peut-être à 5 000. Et par conséquent, les investissements publics prévus et les entrées fiscales qui ne seront pas à rendez-vous risquent quand même de de créer des problèmes au niveau, en tout cas, du tableau financier du Trésor public. Un ajustement structurel devrait être alors envisagé pour le Sénégal, qui compte sur les recettes issues de ses ressources pétrolières et gazières pour dynamiser son économie. Il est tout à fait possible qu'on renforce d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, pour pouvoir, malgré tout, s'approcher de ces 8,3%. Le plus important, c'est déjà de changer de palier, parce que depuis la Covid, on n'arrive pas à atteindre 6%, parce qu'on a connu 5%, mais c'était après des croissances faibles ou très faibles, donc c'était juste un rebond. Mais après 4%, si on arrive à faire 6 à 7%, c'est déjà bien. Le rapport du Fonds monétaire international dégage des perspectives de croissance solides pour le Sénégal, avec un taux de croissance qui dépasse les 10% en 2025. L'année prochaine, avec le démarrage du pétrole et du gaz, on a projeté 10% en pensant que le pétrole allait démarrer tôt cette année. Comme c'est décalé, ça va nous permettre en 2025 d'avoir un taux plus élevé que 10%. Donc on peut même atteindre 11% à 12%, voire même 13%. Parce que chaque fois que vous avez une croissance plus faible que attendue, ça vous donne des perspectives plus reluisantes. Parce que vous allez avoir une production qui devait être faite cette année qui va être déplacée sur 2025. Avec un environnement des affaires favorable à toutes les potentialités d'investissement qui vont continuer de transformer structurellement son économie, le Sénégal pourrait ainsi devenir un pays avec une croissance à 2 chiffres portée par les hydrocarbures, ce qui va davantage renforcer son statut d'un État bancable, débarrassé du fardeau de la dette qui ne pèserait plus lourd dans la structuration macroéconomique du pays. Et pour plus de précision, nous accueillons sur ce plateau le professeur Aboukan, économiste, professeur titulaire à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et vous savez certainement, M. Khan, le taux de croissance du Sénégal est projeté à 8,3% selon le rapport du FMI publié il y a quelques jours. Ce qu'il explique, c'est le retard noté dans l'exploitation prochaine des hydrocarbures. Quel sera l'impact de cette nouvelle donne sur l'économie du Sénégal? Effectivement, ce retard-là a déjà eu des conséquences, je peux le dire, sur l'économie du Sénégal, parce que simplement les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Oui. Parce que je rappelle qu'on avait prévu même 9,2% de croissance en 2024. Maintenant, on parle de 8,3%. Mais il faut aussi relativiser un peu l'apport même de ce pétrole et de ce gaz-là pour l'année 2024, parce que dans le budget 2024, il n'y a qu'une cinquantaine de milliards qui a été prévu, une cinquantaine de milliards dans le budget de 2024, provenant des recettes du pétrole et du gaz. C'est peut-être pour la deuxième année qu'on attend plus de 300 milliards et la troisième année d'exploitation où on attend 500 milliards. Maintenant, pourquoi est-ce que cela a impacté les prévisions de croissance? C'est parce que simplement, il y a une économie parallèle qui dépend un peu de ce secteur des hydrocarbures. Et lorsqu'il y a une baisse, soit des exportations ou même un report de la production, toutes ces entreprises-là qui devaient contribuer à la croissance ne pourront plus jouer leur rôle dans l'économie. Les exportations du Sénégal vont baisser effectivement cette année parce qu'il y avait une bonne partie qui dépendait du pétrole et du gaz. Le secteur privé aussi va prendre un coup parce que, encore une fois, le Sénégal s'est endetté lourdement en 2023 pour les projets pétroliers et gaziers, mais
c'est en attente de certaines retombées qui, malheureusement, risquent même de ne pas être constatées sur le terrain. Si l'on en croit les risques budgétaires qui ont été bien cités dans le document de budget du Sénégal 2024. Et justement, vous avez parlé du secteur privé national qui a été reçu en début de semaine par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quel rôle, justement, doit jouer ce secteur privé dans le développement du Sénégal? Oui, depuis le début du plan Sénégal émergent, d'ailleurs, le secteur privé est attendu sur son rôle qu'il doit jouer dans la croissance économique. Et malheureusement, le constat, c'est que depuis 10 ans, la croissance du Sénégal est portée par le secteur public. Donc le secteur privé n'a pas encore pu jouer son rôle. Et l'exploitation du pétrole et du gaz pourrait peut-être amener le secteur privé à davantage jouer son rôle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les priorités du FMI, dans ses programmes avec le Sénégal, il y a un volet qui porte sur la croissance inclusive, l'emploi et le soutien au secteur privé. Parce qu'il y a un grand volet qui est consacré à la mobilisation de recettes fiscales pour stabiliser la situation macroéconomique du Sénégal. Et ces recettes fiscales ne peuvent provenir que d'un secteur privé vigoureux, donc qui joue pleinement son rôle. Sinon, c'est l'État qui sera obligé de se substituer au secteur privé dans beaucoup de domaines. Et malheureusement, cela ne fera qu'aggraver les déficits que nous avons, aussi bien le déficit public, le déficit budgétaire que le déficit du compte courant, qui explique un peu l'inquiétude du Fonds monétaire international ces dernières années. Vous avez parlé tout à l'heure du budget du Sénégal qui s'élève à 7,3 milliards pour l'année 2024. Il y a certains économistes qui disent qu'avec ce retard noté dans l'exploitation du pétrole, le budget pourrait en prendre un sacré coup et même revu à la baisse. Certains même parlent de 5 000 milliards. Donc vous n'êtes pas du même avis? Bon, je ne pense pas que ça aille quand même jusqu'à 5 000 milliards. Mais effectivement, il y aura quand même une baisse des prévisions, d'autant plus que si vous regardez le budget, le Sénégal attend quelque chose comme 4 100 milliards de recettes fiscales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les recettes fiscales proviennent des activités économiques qui se déroulent dans le pays. Et n'oublions pas que durant presque 3 mois, les 3 premiers mois de 2024, l'économie du Sénégal était au ralenti à cause des troubles politiques qui ont un peu freiné l'ardeur des acteurs du secteur privé et l'ardeur même de certains investisseurs. Donc, cela veut dire que nous allons devoir faire face à une baisse des activités. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, le Sénégal a un service de la dette de 1800 milliards par an, en tout cas pour l'année 2024. Donc, et ça, on sera obligé de payer ce service de la dette-là. Parce que rien que les intérêts font plus de 500 milliards, le reste, c'est le principal. Donc, l'amortissement de la dette. Donc, si on y ajoute la conjoncture nationale qui fait que les prix ou le coût de la vie est très élevé et que l'État veut donner un signal fort aux populations en faisant quelque chose pour baisser le coût de la vie. Donc, cet État-là, notre État, aura besoin d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir procéder à des subventions ou à des réductions de taxes ou d'impôts. Et malheureusement, il y a le gendarme qui est là, le FMI, qui ne veut pas carrément qu'on fasse certaines subventions, surtout les subventions concernant l'énergie. Parce que je le rappelle, le Sénégal avait consenti beaucoup de milliards, ça allait même jusqu'à 4% de son PIB pour les subventions à l'énergie. Alors que le FMI pense que les subventions à l'énergie ne doivent pas dépasser 1% du PIB. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et les 3 volets du programme qui nous permettront d'améliorer un peu la situation, c'est la situation de l'endettement, parce que nous sommes à 78% de dette sur PIB. On n'a pas encore dépassé le seuil. Si, on a dépassé le seuil. Le seuil, c'est 70%. En fait, mais on est à 78% si vous prenez la dette de l'administration centrale et parce que certains parlent de 69. Non, même si vous prenez seulement la dette de l'administration centrale, on est à 71%. Donc, on a déjà dépassé
le seuil de 70%. Maintenant, si vous prenez le secteur, les sociétés nationales et autres, vous mettez dedans, vous êtes à 78% du PIB. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi le FMI prend comme premier axe prioritaire la gestion de la dette. Le deuxième axe prioritaire, c'est la gouvernance économique et financière. Pourquoi? Parce que depuis 2021, le Sénégal est sur la liste grise du groupe d'action financière. Être sur la liste grise du groupe d'action financière, ça veut dire que vous êtes sous haute surveillance par rapport aux flux financiers illicites et au blanchiment des capitaux. Oui. Pourquoi cela? Parce que le trafic de drogue au Sénégal génère 200 milliards par an. Et ça joue sur la performance du secteur bancaire. Parce que les gens recyclent cet argent-là dans l'immobilier. Alors que c'est le secteur bancaire qui devait être derrière tout ce qui se fait en termes d'activité économique. Mais c'est un circuit parallèle donc, qui vient saper un peu la stabilité financière du pays. Ça, c'est le deuxième. Et le dernier axe, c'est la croissance inclusive, l'emploi et le soutien au secteur privé. Parce qu'on a constaté que la croissance du Sénégal, elle n'est pas assez inclusive. Ouais. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a beaucoup de filets sociaux. Donc, l'État est obligé d'avoir des programmes comme le programme national de bourse de sécurité familiale, est obligé de subventionner certains biens et services, ce qui va contribuer à alourdir un peu, à aggraver le déficit budgétaire. Donc, ce sont ces trois priorités-là que le FMI a mises en place pour stabiliser la situation du Sénégal. Et M. Kane, on sait que ces 10 dernières années, des réformes importantes ont été introduites pour améliorer le climat des affaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres réformes? Exactement. On a fait quand même quelques progrès depuis le début du PSE. En 10 ans, on a quand même eu des taux de croissance appréciables. La moyenne sur les 10 ans, c'est autour de 5%. Ouais. Mais il faut le dire, c'est que le Sénégal est encore en retard même par rapport à ses objectifs de 2005. Parce qu'en 2005, je rappelle qu'on avait ce qu'on appelle la stratégie de croissance accélérée. Et cette stratégie de croissance accélérée visait à avoir un taux de croissance entre 7 et 8% à l'horizon 2015. 2015. À l'époque, c'était les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été remplacés par les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, cet objectif de 7 à 8% de croissance-là n'a jamais été atteint jusqu'au moment où nous parlons. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le Sénégal doit faire des efforts supplémentaires, surtout par rapport à sa vulnérabilité au choc extérieur. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a la guerre russo-ukrainienne, il y a eu le Covid-19, et tout ça, ça nous a amené à avoir un taux de croissance moyen sur la deuxième phase du PSE d'à peu près 4%, alors que sur la première phase, on était à 6%. Donc ça, c'est vraiment une priorité pour le nouveau régime, de jouer un peu sur la vulnérabilité au choc. Et cette vulnérabilité doit être adressée à partir de notre dépendance alimentaire, surtout. Ouais, surtout. Il faut, parce que les importations alimentaires au Sénégal constituent un véritable problème pour l'économie sénégalaise. S'y ajoute que l'État a concentré beaucoup d'investissements en 2023 sur les infrastructures et sur les hydrocarbures. Et ça augmente les importations. Parce que tout ce qu'on fait en termes de routes, en termes d'autoroutes et autres, le matériel, les équipements ne viennent pas du Sénégal. Ce sont des équipements qui sont importés. Et cela fait que le déficit courant du Sénégal a frôlé les 15% du PIB. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on était même à 5%, 7% du PIB. Maintenant, on est plus à 15%. Donc, tout cela... mais malgré tout, les perspectives restent bonnes. Voilà. Effectivement, les perspectives restent bonnes si la conjoncture internationale s'améliore. Parce que c'est là le drame de notre économie. Quels que soient les efforts que nous faisons, on est parfois assujetti à des chocs ou exposé à des chocs extérieurs qui font que notre économie est très vulnérable. C'est pourquoi d'ailleurs il est important d'avoir une économie plus endogène, donc qui compte sur ses propres postes. Et je pense que le nouveau régime compte jouer sur cet aspect-là pour vraiment améliorer la situation économique du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Abou Kane, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes
économiste, professeur titulaire à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup. Et nous poursuivons cette édition. Alerte au Lac Rose. Les emblématiques circuits touristiques sont menacés par un essor urbain non régulé. Des constructions illégales s'érigent, risquant de bouleverser ce site classé vital pour le tourisme et l'écosystème local. Sur place, notre reporter Lamine Touré a rencontré les membres de l'association Arsenolac qui, avec l'appui de la gendarmerie nationale, se battent pour sauvegarder ce joyau de la région de Dakar. Le lac Rose, ses couleurs, sa dimension touristique internationale, derrière ce décor de loisirs se dessine un enjeu pas du tout conforme aux aspirations des populations. Sur cette piste sablonneuse, ceinturée de part et d'autre par cette bande de filao, l'on constate des tentatives d'empiètement pour des raisons d'habitation. Ce qu'on craint surtout, c'est par rapport à l'environnement du lac Rose, qui est vraiment agressé, qui est menacé. Parce que si on va laisser faire ces gens-là, faire des constructions, des bâtiments, des 15 sur 10, tout cela, ça peut faire même des bidonvilles, parce que ça va faire des constructions anarchiques, non viabilisées, et tout cela, ça va répercuter sur le lac Rose. Comme vous le savez, le lac Rose, c'est le site le plus visité à part l'île de Gorée au Sénégal, donc c'est une zone touristique. Donc on veut vraiment qu'il soit un aménagement touristique ou un aménagement responsable. Les habitants de la localité forment l'association Art Lac Rose, autrement dit, ils s'érigent en défenseurs du site. Ils sont remontés contre ces agressions. Avec l'aide de la gendarmerie nationale, des opérations sont menées ici pour arrêter ces travaux de construction sans autorisation. L'emploi des jeunes, le tourisme de manière générale sont menacés. Vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu les gens sont à leur activité. Et tout cela, nous, en tant que population, on ne peut pas les arrêter parce que le civil ne peut pas faire la loi par rapport à son concitoyen. Donc c'est pour cela vraiment nous voulons alerter les autorités de ce pays pour qu'ils puissent nous aider à régler ce problème. Ici, tout le monde se mobilise, y compris les femmes. Cette situation est déplorable. À la longue, l'emploi et l'écosystème seront détruits. C'est notre richesse à nous. L'exploitation à usage d'habitation de cette partie du lac Rose conduit inéluctablement au dérèglement de cet écosystème. Et c'est le lac Rose en question qui risque de disparaître. Avancement Gatebi. Si on laisse faire, nous aurons la même situation que sur la petite côte où l'avancée de la mer a détruit les installations hôtelières. C'est le lac même qui risque de disparaître en premier sur le site. À ce sujet, nous avons saisi le maire de Tivaouane Peulh Niague. La collectivité territoriale, de son côté, travaille pour libérer totalement le site de ces empiètements, selon le maire Momar Sokhna Diop. J'ai été informé et la DESCOS est dans toutes les dispositions d'accompagner une opération pour le respect de l'environnement et la destination de ces sites-là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est des échanges qu'il faut, d'informations, parce que nous, au niveau de la mairie, nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se passe. Vous savez, la mairie de Tivaouane Peulh, elle a presque 15 km de façade maritime. 15 km de façade maritime, c'est entre l'hôpital Le Dantec et Ouakam. C'est pas facile de pouvoir surveiller toute cette côte, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on nous informe d'une situation préoccupante, nous prenons les dispositions avec la DESCOS. Donc pour le cas précis, je pense que la DESCOS viendra pour rétablir l'aspect environnemental qui tient à tout le monde. En juin 2016, un décret avait été pris pour protéger et valoriser le lac Rose. Il s'agit de promouvoir une urbanisation durable de cette merveille naturelle. Sur le terrain, les aménagements n'ont pas encore commencé, ce qui laisse une porte ouverte aux prédateurs fonciers. Alors, le plan d'aménagement du lac Rose, c'est un plan d'aménagement qui date de 2018 de mémoire. C'est un décret de 2018 qui rend exécutoire l'aménagement du pôle urbain du lac Rose. Et cet aménagement-là prend en compte
la cause. Là, vous avez visité aujourd'hui, c'est une zone touristique, écotouristique. Ça veut dire que demain, c'est une zone qui doit être assez verte et où il devrait y avoir des activités touristiques pour que les gens puissent profiter de ces investissements-là. La valorisation touristique de ce site est une urgence et elle pourrait accélérer le retour à la normalité des eaux du lac qui avaient perdu sa couleur rose à cause des actions de l'homme. Merci Lamine Touré et nous allons à présent passer au journal des régions. Et pour démarrer, direction Touba, la ville sainte, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite de chantier des grands projets en cours entre construction de nouveaux châteaux d'eau et les initiatives d'assainissement. Il en a profité pour échanger avec Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, porte-parole du Khalife général des Mourides. Le compte-rendu de El Hadji Thierno Dramé. À quelques mois du Grand Magal et de l'hivernage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur le terrain à Touba pour donner un coup de boost aux travaux en cours. Les travaux de construction de châteaux d'eau, mais également d'assainissement des eaux de pluie. De Touba à Mbacké, les chantiers évoluent dans le bon sens. Nous avons visité plusieurs chantiers entre Mbacké et Touba. À Mbacké, d'abord, c'était un château d'eau qui, aujourd'hui, définitivement, et nous en sommes très heureux, est en train de régler durablement le problème de l'accès à l'eau potable à Mbacké. Après cela, nous nous sommes rendus à Touba pour visiter des chantiers de l'ONAS pour anticiper sur les inondations. La directive que nous avons reçue, les instructions du président de la République et aussi du Premier ministre, c'est de nous dire qu'il faut que ce Magal se passe dans de très très bonnes conditions. Nous serons en plein hivernage. Nous ferons tout ce qu'il y a lieu de faire. Évidemment, la pluie, c'est entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais humainement et au niveau de l'État, toutes les dispositions seront prises en anticipation. D'ici à l'hivernage, tous les chantiers ne pourront pas être prêts, mais aucun effort ne sera vain. Certains sont déjà livrés, c'est le cas de Bagdad où il ne reste que l'électricité pour faire couler l'eau. Ces solutions restent néanmoins ponctuelles, l'objectif à long terme étant d'apporter des solutions structurelles pérennes. La solution au problème, à la fois d'assainissement et d'accès à l'eau potable de Touba, ce sera une solution durable et structurelle. Les démarches ponctuelles, immédiates, c'est pour régler des problèmes du quotidien, mais la vision et le nouveau paradigme que nous voulons mettre en place, c'est de faire des transferts massifs d'eau pour approvisionner Touba et d'autres localités du Sénégal. Parce que dans la vision politique portée par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est de faire de l'eau le premier pilier du développement économique et social. Le ministre a rendu visite au porte-parole du Khalife général des Mourides. À Serigne Bass Abdoul Khadr, il a fait le point des travaux. Il a aussi sollicité des prières pour l'atteinte des objectifs du projet du président de la République concernant les questions d'accès à l'eau à Touba et dans le reste du pays. Et dans le nord du pays, à Diawal, dans la commune de Rosso, les champs de riz font face à un avenir incertain en prévision des récoltes de juin. Les agriculteurs sonnent l'alerte entre défis d'irrigation, financement insuffisant et menaces des oiseaux granivores. La tension monte quant à la capacité de maintenir les rendements escomptés. C'est un reportage de Abdouad. Aujourd'hui, Mohamed est arrivé dans ses périmètres rizicoles plus tôt que d'habitude. Il doit superviser le travail d'épandage de l'urée, un engrais déterminant dans l'amélioration de sa production. On applique l'engrais 25 jours après le démarrage. À 2 mois, on applique la dernière dose. Elle participe à la bonne croissance du riz et améliore la productivité. Mohamed a démarré sa campagne le 17 janvier. Il exploite 60 hectares dans ce village de Diawel, situé à 90 km au nord-est de Saint-Louis, dans la commune de Rosso. Chaque hectare nécessite 7 sacs d'urée. Chaque jour, on utilise 20 à 30 sacs, pas plus, et ainsi de suite, jusqu'à couvrir les 60 hectares. Exploiter autant d'hectares demande beaucoup d'investissement. D'où l'importance de collaborer avec des partenaires financiers. La banque ne finance que les 20 hectares sur les 140 disponibles. Le financement pose problème et c'est essentiel. C'est un de nos gros soucis, sans compter que la validation des dossiers prend du temps.
Dans ce village, si les hommes se plaignent d'un financement en deçà de leurs espérances, certaines femmes attendent toujours. C'est le cas de Tabara, malgré ses 20 ans de métier. J'exploite 30 hectares avec mes propres moyens. Les banques ne m'ont pas financé. Dans cette zone, les rendements tournent autour de 6 tonnes à l'hectare. Le financement d'une banque aurait permis à Tabara d'aller bien au-delà des 30 hectares. Mais attention, le gros danger qui menace la productivité se trouve ailleurs. Les oiseaux granivores. Ce sont les plus gros pilleurs de récolte et seul l'État peut régler ce problème. En une semaine, ils peuvent détruire 100 hectares de récolte sur 80 à 90 sacs par hectare. Ennuyés compacts au voisinage du fleuve Sénégal, ils sont sans pitié pour les récoltes. Ils peuvent avoir déjà une très bonne production dans la parcelle et ne pas récolter cette production. Et ça vient surtout quand, au bout de l'effort, quand le producteur a tout fait pendant 4 mois, 3 mois, il a tout investi, sa famille et tout, la main-d'œuvre et tout. Et en 2 jours seulement, les oiseaux granivores peuvent tout enlever. Les producteurs semblent impuissants face à ces oiseaux dévastateurs. Ils s'en remettent aux autorités pour trouver une solution efficace et résoudre par la même occasion le problème d'accès à l'eau. La proximité du cours d'eau permet d'irriguer les champs grâce à ce système de pompage. En revanche, à quelques kilomètres, plusieurs centaines d'hectares abandonnés par manque d'eau. D'autres sont menacés. Parce que beaucoup de superficie qui est entourée, parce que il y a 2000 hectares. On a presque 2000 hectares prêts à être exploités, mais le manque d'eau pose problème. Les canaux d'irrigation n'apportent plus de l'eau et le lac doit être nettoyé. Lac bi dafa laaj liggéey il faut que ñu def fi liggéey ko pour mu mëna ex parce que bo xolé côté bële amna ndox mais côté bi amul ndox ndax salté. Sur plusieurs kilomètres à la ronde, les producteurs partagent les mêmes inquiétudes. Moussa et ses collègues sont obligés de revoir leurs ambitions à la baisse pour cette campagne. Sur un potentiel de 700 hectares, ils ont démarré seulement avec 150. Sur ces 150 hectares, nous avons déjà perdu 50. Les 100 autres qui restent sont sous la menace du manque d'eau. Le niveau du fleuve a baissé. Nous avons même mobilisé plus de 3 millions pour braquer le canal sans beaucoup de succès. Nous avons plus de 3 millions de canal. Le volume d'eau nécessaire à l'irrigation fait défaut. Le système de pompage est à l'arrêt. L'espoir d'une bonne campagne compromise. C'est une réalité dans la zone de Kolona, Djewel, au niveau de Nitch, en ces périodes où déjà la contre-saison est très avancée et on observe en même temps que le fleuve va baisser. Et au niveau aussi du lac de Guerre, le niveau également est en train de baisser dans ces périodes. Très souvent, on remarque que les producteurs qui sont aux alentours trouvent souvent des difficultés à pouvoir irriguer normalement leurs parcelles. Les premières récoltes sont attendues au mois de juin. La tension autour de l'eau risque de réduire significativement les productions, sans compter l'invasion des oiseaux granivores. Autant de difficultés à gérer dans des délais aussi courts. Et nous quittons Rosso pour la langue de Barbarie. Face à la crise de la pêche, nombreux sont les pêcheurs qui envisagent l'immigration clandestine comme un ultime recours. Entre espoir de renouveau et tentation du départ, Abdouad donne la parole à ces hommes de mer tiraillés par un choix aux lourdes conséquences. Reportage. Pour beaucoup d'habitants de la langue de Barbarie, le phénomène de l'immigration clandestine est étroitement lié aux difficultés que traverse la pêche artisanale en ce moment. Depuis hier, nous sommes partis en mer, mais on est rentrés déçus. Et souvent, c'est comme ça. C'est frustrant pour nous. Les pêcheurs ont besoin d'être soutenus. Il arrive qu'on passe 5 jours en mer sans grand résultat. mën nañu tëmb sax am 5 jours ci géej li ñu bëgg du ko am lekk gi metti na naan gi metti na
Les charges sont colossales. Ils vivent en famille à l'étroit dans une petite maison. C'est à cause de ça que les jeunes veulent partir. Mais ce n'est pas une bonne raison pour risquer sa vie. Ce qui est arrivé l'autre jour, c'est vraiment inadmissible. Parce que ce n'est pas un phénomène qui se règle du jour au lendemain. Il faut planifier dans la durée et déterminer les vraies causes de cette ruée des jeunes. Je pense que c'est pour des raisons économiques. Les jeunes veulent juste réussir. De Saint-Louis à la Casamance, on déplore le manque de poissons. L'État doit tirer les enseignements. Comme souvent, les bateaux de pêche étrangers sont pointés du doigt. Ces bateaux sont capables, en une seule prise, de capturer plus de poissons que l'ensemble des pirogues de la langue de Barbarie. L'État doit prendre la résolution d'interdire la pêche des bateaux étrangers sur une période de au moins de 5 ans. Face à une activité en perte de vitesse, certaines pirogues de pêche sont utilisées à d'autres fins. Seul un pêcheur peut transporter ces migrants vers l'Espagne. Ils savent manœuvrer la pirogue et connaissent bien le trajet pour aller en Espagne. Parmi les rescapés, certains disent avoir payé 500 000, d'autres 400. Une seule personne s'empare de cette manne financière et entraîne la mort de ces innocents. C'est vraiment regrettable. À Gorumbach, plusieurs jeunes sont convaincus que l'Europe offre plus de possibilités de réussite. Si on avait l'aide qu'il fallait, on n'irait pas chercher ailleurs. Je suis prêt à tenter ma chance en Europe parce que c'est difficile de s'en sortir dans ces conditions. Avec les réseaux sociaux, on a tendance à faire croire aux jeunes que l'Europe, c'est l'Eldorado, alors que très peu de gens arrivent à réussir là-bas. Beaucoup d'entre eux vivent dans les difficultés, mais ne le diront pas. La pêche est à l'image de nos champs que nous devons labourer. S'il y a des problèmes, il faut les identifier. À un moment donné, il faut voir ce qui ne va pas et derrière tout ça, trouver des réponses adaptées. Malgré toutes ces difficultés, ces jeunes sont déterminés à réussir dans leur pays. Si la pêche leur promet un meilleur avenir. Suite et fin de notre série de reportages sur la fraise. Il est recommandé d'en consommer sans modération car étant bénéfique pour la santé, pas de contre-indication pour les diabétiques. Il se consomme en nature comme un fruit sous forme de jus, glace et même dans les pâtisseries. Un véritable régal, nous dit Ramatadem. La fraise sénégalaise sous toutes ses formes. Par sa couleur, sa texture, son goût, la fraise peut servir à sublimer vos desserts. À déguster à volonté sous sa forme naturelle ou transformée pour un mélange de saveurs en bouche. On fait des yaourts fruités avec de la fraise. On fait des smoothies à base de fraises, des nectars, de la confiture et des fraises séchées aussi pour les tisanes et les thés. La fraise locale, un fruit de saison qui est très agréable à travailler, d'autant plus qu'il y a plein de préparations que l'on peut faire pour les enfants. Le nectar de bouille avec la fraise, la confiture de fraise, les smoothies de fraises avec du lait local, rien que des produits locaux sans additifs. On travaille avec des fruits de saison. Actuellement, c'est la saison des fraises. Et les fraises sont riches en vitamine C. Et du point de vue esthétique aussi, c'est apprécié par la clientèle. Même avis pour Cheikhouna Koundoul, pâtissier qui aime travailler qu'avec les produits locaux et apprécie la récolte locale, celle sortie des champs fraisaines de Bayard.
J'en suis très fier. La culture de la fraise n'était pas pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, nous la cultivons par ici. Et la fraise du Sénégal n'a rien à envier à celle importée. Cette fraise du terroir, nous savons d'où elle vient et comment elle a été produite. Il a tenu à valoriser cette fraise locale par un dessert incontournable. Il est composé de genoise, de fraises et de la crème. Après, nous avons quelques décorations dessus avec des feuilles d'or comestibles, 24 carats, avec quelques perles argentées et des perles dorées. Ne vous inquiétez surtout pas. La fraise est un fruit que vous pouvez consommer sans risque de grossir ou de faire déraper votre taux de sucre. Et la fraise, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruit qui contient énormément d'eau. Il y a 90% d'eau dans la fraise. Du coup, elle n'est pas très énergétique. Donc, on peut la manger, bénéficier des fibres, de tous les nutriments qui sont dans la fraise. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, il y a à peu près la moitié de sucre dans 100 grammes de fraise que dans 100 grammes de banane. Donc, on a à peu près 6 grammes de sucre dans 100 grammes de fraises, qui est à peu près une dizaine de fraises. En plus de ces valeurs nutritives importantes pour notre santé. Alors, il y a une vitamine qui est très importante et qui est très riche dans la fraise, c'est la vitamine C. Donc, on la connaît bien, cette vitamine. En général, quand on pense à la vitamine C, on pense à l'orange, on pense aux agrumes, quoi. Mais la fraise est en fait très riche en vitamine C parce que là aussi, 100 grammes de fraises, une dizaine de fraises, on obtient plus de la moitié de nos besoins journaliers en vitamine C. Et cette vitamine C, c'est une vitamine, un puissant antioxydant, donc qui nous aide à bien ralentir le vieillissement du corps, ça nous aide à nous protéger contre des maladies, certaines maladies, notamment les maladies chroniques. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un minéral qui est très présent dans la fraise, c'est le potassium. Et le potassium, c'est un minéral qui, entre autres, est responsable du maintien de la pression artérielle ou de la pression du sang. Voilà. Et après, une autre chose à noter, c'est la teneur en ce qu'on appelle les flavonoïdes dans la fraise, ce sont des polyphénols, bref, qui sont en fait aussi des sortes d'antioxydants parce qu'ils protègent le corps contre des molécules dangereuses, notamment les molécules qui vont provoquer le cancer. Donc c'est vraiment très intéressant. Les jeunes entrepreneurs sont allés plus loin et comptent même se lancer dans la production de produits cosmétiques à base de fraises. Comme des gels de douche à base de fraises, les savons à base de fraises et d'autres produits cosmétiques que nous sommes en train d'expérimenter avec des partenaires pour les mettre sur le marché. Vous n'avez vraiment plus aucune raison de ne pas consommer de fraises, surtout celles cultivées au Sénégal. Elles sont produites localement sur nos terres par des fils du terroir et en plus recommandées en cette période de chaleur. Cheikhouna Koundoul, notre pâtissier passionné de fruits locaux, a tenu à sublimer cette fraise en la bordant de feuilles d'or 24 carats, telles des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Merci Ramatadem. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais je vous retrouve tout de suite après pour le journal à Wolof. Bon après-midi à tous.